Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et si vous voulez soutenir gratuitement, un lien vers mon Utip est en description. Aujourd'hui on est de retour pour parler de The Walking Dead et tout particulièrement de la première moitié de saison 10. Bien évidemment, la vidéo spoil, vous êtes prévenus. Pour cette vidéo, pas le temps de niaiser, comme certains qui me suivent le savent, ce mois de décembre est corsé entre The Witcher, Star Wars 9 et la préparation de la critique salée sur Fear. Beaucoup de variables qui font que sortir en moyenne 25 minutes, 30 minutes de vidéo, c'est plus possible. Donc on va sauter l'intro classique avec le générique et enchaîner directement avec la critique par chapitre comme d'habitude depuis 3 ans maintenant, mais en essayant de speeder un peu tout en donnant le maximum. Plions ça d'entrée, oui, Siddiq depuis la moitié de saison 8 est un peu le personnage sauvé par Carl qui représente le futur des communautés. C'est un sort de médecin qui plus est, donc il y avait cette notion de sacrifice de Carl pour Siddiq qui est très forte. On est en mi-saison 10 et Siddiq meurt, tué lamentablement par Dante qui était un chuchoteur infiltré. J'ai vu énormément de personnes dire que c'est du gâchis, que Carl est mort pour rien. Je ne suis clairement pas d'accord avec cette pensée, je la trouve vraiment nulle. Depuis que Carl l'a sauvé, il s'est passé environ 8 ans, si je dis pas de bêtises, entre la fin de saison 8 et début de la 9, il se passe environ 1 an et demi, et le time jump d'après le départ de Rick est d'environ 7 ans. Donc clairement, durant toutes ces années, Siddiq a énormément contribué aux communautés et a forgé un avenir qui était assez prospère, jusqu'à bien sûr l'arrivée des chuchoteurs. En quoi le fait que Siddiq meurt 8 ans après la mort de Carl est du gâchis? En quoi ça entache son sacrifice? C'est pas comme si Siddiq était mort peu de temps après le mid-saison 8. Énormément de temps s'est passé et il a accompli beaucoup de choses. On n'a pas tous les faits, mais vu la qualité de vie et ses compétences en médecine, il a largement rempli son rôle. Puis il a eu un enfant avec Rosita, donc il y a quand même une sensation d'accomplissement. Maintenant, je vous cache pas que sa mort m'a pas mal énervé. J'avais qu'une envie, c'est qu'il arrive à sortir de la prise de Dante pour le massacrer. Mais le scénar en a décidé autrement. Je trouve que sa mort n'est pas glorieuse, contrairement à d'autres. Mais c'est pas sa mort qui m'a énervé, c'est plus la manière dont il meurt. C'est assez lamentable, surtout quand quelques minutes plus tard après, Rosita, qui était encore malade il y a pas si longtemps, arrive difficilement mais sûrement à maîtriser ce colosse qu'est Dante. Et j'ai bien aimé le fait que la sauce monte au fur et à mesure des épisodes vis-à-vis de Siddiq, mais je m'attendais à quelque chose de vraiment plus ouf que ça. Parce qu'au final, ok, l'histoire des pics c'est encore frais de quelques mois, voire 1 an. Je sais plus exactement combien de temps se passe entre les pics et le début de la saison 10. Mais ce qui finalement le tracassait, c'est la voix de Dante en fait. Et attention, la révélation en fin d'épisode 7 était bien foutue. Le reflet du miroir, tandis que Siddiq se souvient que Dante était le chuchoteur qu'il tenait pour qu'il regarde Alpha décapiter tout le monde, c'était bien foutu. Mais je m'attendais à mieux que ça par rapport à tout ce build-up autour de Siddiq. Donc un peu deck que Siddiq parte comme ça, j'appréciais pas mal le personnage. En ce qui concerne Dante, j'ai pas énormément de choses à dire sur le personnage, il sort de nulle part, comme ça, on sait que c'est un nouveau puisqu'on l'avait pas vu avant, mais vu que la série l'utilise surtout avec humour depuis sa première apparition, j'ai pas du tout senti qu'il y avait quelque chose de louche avec lui. Je trouve d'ailleurs qu'il y avait une atmosphère limite proche de la séduction venant de Dante par rapport à Siddiq. Jusque pendant la scène finale de l'épisode 7 d'ailleurs, avant que Siddiq se souvienne, où j'ai cru qu'ils allaient finir par s'embrasser carrément. Donc niveau surprise, c'est correct, mais je trouve que c'est un peu trop gratuit. Je me répète, le personnage sort de nulle part. Dès le début d'épisode 8, on nous explique tout ce qui s'est passé, du moment où Alpha lui donne cette mission d'infiltration, malgré qu'il soit tout nouveau, jusqu'à la fin de l'épisode 7. Mais c'est trop tard et trop rapide, gratuit, pour que je trouve la situation stylée en fait. J'aurais préféré qu'on nous présente Dante au moment où il rejoint Alexandria, qu'on nous l'introduise comme il faut. Ça n'aurait pas impacté la révélation autour de lui, et en plus, en lui donnant plus d'importance et de temps à l'écran, ça aurait intensifié les réactions. En plus, si j'ai bien compris, Dante, c'est le nom d'un personnage du comics, qui lui est un personnage plutôt gentil, maladroit socialement, et c'est un peu le survivant qu'on envoie pour des opérations commando. Ça aurait été plus intéressant de lui donner ces aspects-là, malgré le fait qu'il est finalement un chuchoteur infiltré. Donc, étant donné qu'on n'a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent pour être impliqué dans le personnage, Beckshift, durant un de ses live reviews sur Twitch, l'aspect Negan du personnage a été abordé. En gros, est-ce que ça aurait pu ou dû finir comme avec Negan, en mode on le garde en prison? Clairement, j'ai été agréablement surpris que ça ne se passe pas comme ça, et que Gabriel le trucide. Gabriel MVP du dernier épisode d'ailleurs, malgré ce cri final là, qui sonne assez faux je trouve. Donc Siddiq Dante, plutôt déçu de la conclusion autour de ces personnages, ouais.
Ezekiel, bon, encore une déception. J'aime beaucoup le personnage de base, en saison 9 ça allait, malgré qu'il était un peu moins guerrier qu'en saison 7 et 8, mais bon, il y a le contexte de la guerre contre Negan à prendre en compte, donc c'est normal, mais depuis la séparation avec Carol et durant cette première moitié de saison 10, bah clairement il perd énormément en intérêt, et ce malgré le fait qu'il tombe extrêmement malade, qu'une maladie grave apparaît. Il a tout perdu Ezekiel, Shiva, son royaume, sa femme, son enfant, sans compter sa vie d'avant détruite par l'apocalypse zombie, ça fait beaucoup, le personnage est devenu très déprimant finalement. La seule scène qui m'a touché avec Ezekiel, c'est celle avec Michonne et le fameux bisou trompeur qui a saucé internet avec le trailer. Leur conversation était très touchante puisque tous deux ont perdu leur grand amour post-apo. Ça a pu choquer ou être mal pris ce bisou entre les deux, mais perso je l'ai trouvé très vrai en fait. Ce genre de bisou volé, il existe dans la vraie vie. Un peu comme le twist Martha sur Batman v Superman qui a été très moqué et l'est sûrement encore, mais c'est aussi une situation très réelle en fait. C'est sûr que ça fait un peu bizarre, voire gratuit dans un film ou une série, mais je trouve ces situations très proches de la réalité. Et du coup, à part ça, Ezekiel en saison 10, c'est pas le feu quoi. C'est un personnage qui mérite plus de temps à l'écran et surtout qui doit être vraiment important, impactant. Contre les chuchoteurs, il n'est absolument pas exploité. Déjà qu'en saison 9, il s'est fait berner par Alpha, le voir inutile en saison 10, le voir déprimé au fond du gouffre, bah c'est pas le Ezekiel auquel je m'étais attaché quoi. J'espère sincèrement que la seconde partie va lui offrir plus de temps à l'écran, plus d'importance, et surtout qu'il soit plus impliqué dans la guerre contre les chuchoteurs, qu'il ait de l'impact malgré sa maladie. Ça sent la mort héroïque. En tout cas, si mort il y a, j'espère qu'elle sera plus glorieuse que celle de Siddiq et qu'elle finira avec panache l'histoire du personnage. Magna et compagnie, c'est le groupe de nouveaux personnages qui a eu une introduction ultra stylée. C'est le groupe censé apporter un nouveau souffle. Et clairement, ça a été le cas en saison 9. Magna est ultra badass, Yumiko aussi, Lucas est un bon personnage qui a des interactions très sympas, et Connie Kelly avec leurs discussions en langage des signes sont juste extraordinaires et hyper touchantes. Et sur cette moitié de saison 10, à part Luke qui est resté assez fidèle à ce qu'il était en saison 9, avec quelques kilos en moins d'ailleurs, et Connie qui reste un personnage juste excellent et qui mérite la romance avec Daryl, les autres, eux, ont trop subi de changements assez négatifs en soi. Kelly qui cache des choses à sa sœur, le coup des vivres planqués dans la forêt, volé au stockage de la colline, c'est franchement nul. Magna n'est plus que l'ombre d'elle-même, les tensions qu'il y a entre Yumiko et elle peuvent être intéressantes. On a appris que Yumiko était l'avocate de Magna et qu'elles ont donc survécu ensemble depuis le début de l'apocalypse. Mais mis à part cet aspect positif dû à leur dispute, ça nous apporte pas grand-chose niveau scénario. Ouais, ok, les deux sont en froid, donc on a appris un peu sur leur passé, mais bon... La cause de cette dispute, c'est visiblement le fait que Yumiko commence de plus en plus à prendre le leadership à la colline, ce qui ne plaît pas forcément à Magna, qui avait l'air d'être un peu la patronne du groupe. Donc en fait, ils nous servent une espèce de rivalité d'autorité entre deux personnages féminins qui forment un couple à la base. Perso, je vois pas la nécessité de cette embrouille. Peut-être qu'elle est là pour qu'après un événement tragique en deuxième partie de saison, les deux finissent par se réconcilier, on aura le droit à une séquence émotion qui sera peut-être belle à voir. Mais bon, perso, ça sentirait trop le forcer. Pour parler uniquement de Yumiko, je trouve que l'évolution du personnage au sein de la colline est bonne. C'est crédible au vu de la situation depuis les pics et la perte de Tara. Donc le groupe de Magna a perdu un peu en intérêt, je trouve, mais heureusement Connie, Luke et un peu Yumiko restent assez solides. J'espère que pour la deuxième moitié de saison, ce sera plus glorieux et intéressant pour le groupe de Magna. Ce serait dommage que certains deviennent insupportables ou chiants à regarder. J'ai espoir, j'ai espoir. Bon, comme vous le savez, Lydia c'est clairement un perso avec lequel j'ai eu beaucoup de mal en saison 9. Je la trouvais chiante à mourir et le fait que Henry meure, ça a flingué complètement l'intérêt de ce personnage. Mais avec ce début de saison 10, j'avais espoir. Je trouve que son histoire d'intégration à Alexandria était intéressante et sa relation avec Daryl et Negan faisait très deux papas qui cherchent à être le meilleur pour elle. Et ça me plaisait quoi, je trouve que c'était pas mal. Le fait que Negan la sauve début lui, qui en était devenue violente avec elle, c'était excellent. Mais c'est parti en sucette après le départ de Negan justement, qui a donc été sûrement libéré par Dante, pensant peut-être qu'il allait chercher à se venger sur les gens d'Alexandria pour foutre encore plus la merde, ce qui n'arrive pas. Et comme si ça ne suffisait pas, la série rend Lydia encore plus inutile puisqu'elle n'avait jamais vu le chuchoteur Dante, ce qui est une pirouette scénaristique un peu gratuite, on va pas se le cacher. Ça aurait pu être intéressant que ce soit Lydia qui après plusieurs doutes se souvienne de Dante, qu'elle ne l'aurait jamais vu sans son masque par exemple, puis ça aurait pu éviter la mort de Siddiq par la même occasion. Pour finir, Lydia se fait utiliser par Carol pour atteindre Marie, ce qui
qui ne plaît pas à Lydia, qui envoie chier Alexandria et Carol pour choisir un autre camp. Alors est-ce qu'elle va retourner chez les chuchoteurs pour confronter sa mère, ou est-ce qu'elle va simplement être dans son coin, à attendre qu'un personnage finisse par la retrouver? J'aimerais bien que ce soit ni l'un ni l'autre, j'aimerais qu'elle prenne un peu les choses en main, qu'elle ait de l'impact contre les chuchoteurs, mais que ça vienne d'elle-même et pas par rapport à un personnage qui s'en servirait en disant vouloir s'occuper d'elle, la sauver, alors que clairement les communautés en ont avant tout besoin comme atout contre Alpha. J'ai peu d'espoir et d'attachement pour le personnage, donc j'en attends pas grand chose, et ça serait bien qu'elle ne sombre pas dans l'oubli ou dans un rôle insupportable de gamine en détresse. Je pense qu'on a assez donné à ce niveau-là en saison 9. Une relation tellement forcée et pas vraiment crédible entre ces deux personnages. Je suis de ceux qui pensent que Aaron est sous-coté, et ok, cette relation donne une certaine importance au personnage, mais pas vraiment dans le bon sens, je trouve, puisqu'il a fait ça en secret avant de finir par en parler, voyant qu'il y avait une opportunité de tirer bénéfice de cette relation un peu bizarre. Si je ne dis pas de bêtises, cette intrigue autour d'une personne d'Alexandria et des chuchoteurs qui se lient entre guillemets d'amitié et cherche à faire avancer le conflit entre leurs communautés, bah dans le comics c'est Carl et Lydia en fait. Genre c'est un peu les Roméo et Juliette de Walking Dead. Cette relation et cette intrigue auraient dû se passer via Henry et Lydia dans la série, mais vu le parti pris d'avoir décapité Henry, ça tombe un peu à l'eau, et ils ont dû trouver d'autres personnages pour avoir cette intrigue, et franchement, choisir Aaron pour ça, c'est tellement un mauvais choix. Alors humainement, ok, Aaron a une certaine compréhension des gens et se sociabilise très bien, mais c'est censé être une relation assez profonde, limite de l'amour. Aaron est homosexuel, donc clairement il ne peut s'attacher à ce point à Marie, donc ça enlève quelque chose dans l'équation. Ils auraient pu faire cette relation avec Luke ou Eugene par exemple. En revanche, en ce qui concerne Aaron, avant cette histoire avec Marie, j'ai trouvé le personnage encore plus impliqué et vénère entre guillemets. Genre quand il part sur le terrain avec Negan, il y avait une sacrée tension, et même si elle ne m'a pas forcément plu, étant donné que c'était envers Negan qui a changé depuis ses années en prison, mais elle a le mérite d'approfondir ce côté meurtri de Aaron par rapport à la guerre contre Negan. Il y a perdu sa main et son mari, puis plus récemment Jésus tué par les chuchoteurs, donc il y avait cette empathie, cette colère à exploiter chez Aaron. Mais de façon globale, je trouve que le personnage mérite un rôle encore plus important au niveau d'un Daryl ou d'une Michonne. Sinon Marie, bon, on sent qu'elle remarque bien que les communautés sont vraiment très bien niveau confort et bouffe, et que ça ne les empêche pas de savoir se défendre sans avoir besoin de se mettre des peaux de zombies sur la gueule. Elle a réussi à gagner l'amour d'Alpha et être promue Gamma, donc ça va être intéressant de voir comment Marie va trahir Alpha. Comment ça va se faire? Cette solution d'avoir un allié chez l'ennemi, ça fait quand même pas mal penser à Dwight durant la guerre contre Negan. Ça fait un peu réchauffer, mais la manière et la conclusion de tout ça sera sûrement amenée de façon différente, espérons. Ce sont les seuls survivants encore présents depuis le début de la série, et c'est toujours très agréable de voir ces deux personnages ensemble. Chassés, traqués du chuchoteur, ils sont vraiment soudés. Malgré le fait que Carol s'y prend assez mal dans sa volonté de trouver ce qui ne va pas avec les chuchoteurs, depuis qu'Oceanside a trouvé un de leurs masques à la plage, Daryl la soutient. Ils prennent des risques tous les deux sans vraiment en parler au conseil d'Alexandria, traversant la frontière pour trouver la Horde. L'épisode 3 était intéressant par rapport à Carol, même si j'avoue ne pas avoir apprécié cette histoire de médicaments là. Je pense qu'ils étaient pas vraiment nécessaires pour mettre les hallucinations et cauchemars qui étaient vraiment bien foutus franchement. Malgré le comportement un peu bizarre de Carol, on découvre que les chuchoteurs eux aussi passent la frontière et que c'est comme ça qu'ils savent à peu près tout ce qui se passe chez les communautés, en tout cas leurs déplacements. Donc de manière globale, j'ai pas mal apprécié Carol sur cette moitié de saison, malgré que je sois un peu déçu par rapport à ce qu'elle a fait à Lydia. Genre sa réaction en mode bah ouais désolé je me suis servi de toi mais pourquoi tu le prends mal? Je sais pas, elle est un peu trop en roue libre par moment. Elle qui fait que le groupe se retrouve coincé dans la grotte où la Horde est planquée. Cette grotte qui m'a largement fait penser à Days Gone où beaucoup de Hordes dorment la journée dans des grottes. Du coup, parlons de Daryl, je le trouve quand même moins important et impactant qu'en saison 9. En clair, durant cette saison 10, il subit un peu les événements autour de lui, je trouve. Le fait de gérer Lydia, l'empêcher de trop se faire remarquer à Alexandria, tout en essayant quand même d'être de son côté. Une situation compliquée qu'il n'a finalement pas du tout gérée puisqu'elle finit par se barrer dans son coin. Daryl subit aussi le comportement de Carol qu'il essaye de protéger et soutenir malgré les dérives. Puis il y a aussi l'épisode où il cherche à sauver Kelly avec les autres et qu'au final il découvre que Kelly et Magna avaient planqué des vivres et objets volés à la colline. Cette histoire a un peu entaché sa relation avec Connie et avouons-le, ça fait chier puisque j'aimerais bien voir Daryl avoir une romance avec elle. Je trouve qu'ils forment un duo magnifique. Donc voilà, Daryl subit un peu les événements, j'ai hâte de le voir prendre les choses en main. Vu la fin de mi-saison, la reprise va être très intense et le groupe va avoir besoin de quelqu'un qui garde la tête sur les épaules. La situation est assez dangereuse quoi.
Si en saison 9 c'était plus Daryl qui avait repris le flambeau du grand leader, sur cette première moitié de saison 10, Michonne est le leader de la série. Elle est en charge et prend beaucoup les décisions, comme Rick l'aurait fait je pense. Les premières vingtaines de minutes de l'épisode 3 en témoignent pas mal je trouve. Toute l'intro est géniale avec les temps qui illustrent vraiment bien l'intensité et la menace des groupes de zombies qui attaquent Alexandria à l'infini. Pour finir sur ce plan avec Michonne, c'était vraiment bien foutu. En saison 9, la série montrait et mettait pas mal en valeur le fameux conseil d'Alexandria. Sur cette saison 10, on sent que ce conseil repose beaucoup sur l'avis et les décisions de Michonne. Gabriel tient bien le conseil aussi, mais plus dans son image, sa structuration et les décisions au quotidien que dans les grosses décisions concernant les chuchoteurs. Michonne, c'est un peu le président et Gabriel le vice. Tout du long, Michonne a vraiment l'aura de Rick, je trouve. Elle est mise en avant comme il pouvait l'être, elle gère les incidents et répercussions par rapport au fait qu'ils ont passé la frontière des chuchoteurs à plusieurs reprises, elle arrive à négocier assez habilement face à Alpha, alors qu'en saison 9, cette dernière ne s'adressait limite uniquement à Daryl. Il y avait cette histoire de mal alpha qui a visiblement été abandonnée sur cette saison 10. Je trouve ça dommage, ça collait bien à l'esprit du personnage et ça plaçait clairement Daryl en tant que grand leader. Bon, j'imagine que c'est toujours un peu le cas, mais Michonne a réussi à faire sa place dans le débat, on va dire, et Alpha accepte la conversation plus facilement qu'en saison 9. Après l'épisode 3, Michonne décide de partir avec Judith pour aider Oceanside, qui aurait croisé des chuchoteurs observant au loin, ce qui pourrait être signe d'une prochaine attaque. Elle fait un petit détour à la colline pour recruter du monde pour l'épauler. Luke s'invite donc à l'aventure, mais ce n'est qu'à partir de l'épisode 8 qu'ils finissent par enfin arriver à Oceanside. Un peu long tout ça. Tu compares le temps de parcours incroyable des dernières saisons de Game of Thrones avec The Walking Dead, c'est pas la même, hein. Bon, il aura fallu une phrase de Virgil qui ressemble à celle de Rick pour que Michonne chiale un bon coup, commence à croire à l'histoire de ce dernier et accepte de l'accompagner jusque chez lui en bateau. Qu'ils y trouveraient des armes, de quoi se défendre définitivement contre les chuchoteurs. On sait qu'il est venu vers Oceanside pour trouver des vivres pour ses enfants et sa femme, je crois. Donc déjà, si de base le gars vient d'une île ou d'un endroit qui requiert d'utiliser un bateau, la question qui se pose, c'est comment il est arrivé de base. On sait pas, il ne le dit pas à mon souvenir. Qui sait sur quoi va tomber Michonne une fois là-bas? Est-ce qu'il aura vraiment des armes pour contrer les chuchoteurs? Est-ce qu'il ne vit vraiment qu'avec sa famille et pas une autre communauté? Normalement, Michonne devrait quitter la série durant cette saison 10. Donc logiquement, vu son départ, elle ne devrait sûrement pas revenir pour ensuite repartir. Mais la cause, les événements, la raison devront être très clairs, ou en tout cas laisser fortement penser ce qui la retient. Michonne est un personnage que j'apprécie énormément et j'espère qu'elle aura le droit à un départ aussi mémorable que celui de Rick. En ce qui concerne Judith, je dois dire que j'apprécie beaucoup qu'elle ait été quand même un peu mise en avant. Elle suit Michonne, discute stratégie et se bat à ses côtés. Je me souviens que sur Twitter, il y avait eu une image qui montrait une photo de Michonne et Judith en train de se battre, avec une autre image montrant Rick et Carl contre les zombies en saison 4. C'est très nostalgique, mais ce n'est pas non plus un espèce de copier-coller. Judith et Carl sont assez différents dans l'attitude. On peut dire qu'ils ont été élevés assez différemment. Judith bénéficie d'une expérience que Carl n'avait pas au même âge, d'où le fait qu'elle soit un peu plus mature et maligne. Elle est clairement l'avenir de la série, elle est la relève et elle représente bien plus que Siddiq à comparaison par rapport au sacrifice que Carl a fait pour l'avenir des communautés. Avec le départ de Michonne, je me demande bien qui va prendre la garde de Judith et Rick Jr. Je vous invite à me dire en commentaire quel personnage selon vous pourrait les prendre sous son aile. En tout cas, j'espère vraiment voir Judith être toujours mise en avant. Pour le moment, je trouve que ces scènes sont bien dosées, c'est pas trop ni pas assez, c'est parfait. Je ne sais pas comment ça se passe pour le comics, mais ça serait intéressant qu'après la guerre contre les chuchoteurs, il y ait un autre time jump, histoire d'avoir une Judith proche des 18 ans, et qui aurait un impact, une importance plus grande dans les intrigues. Dites-moi également en commentaire ce que vous en pensez. Que dire? Si Gabriel est le MVP du 8e épisode, Negan est le MVP de la série depuis le départ de Rick, très clairement. Encore plus avec cette saison 10 qui le fait encore évoluer, lui donne encore plus d'importance. Durant les premiers épisodes, il sympathise avec Lydia. Après tout, elle aussi faisait partie du camp des méchants, entre guillemets, jusqu'à ce qu'il la protège contre les bullies et en tue une par mégarde. Résultat, le conseil doit prendre une décision, à savoir comment le punir, s'il faut le tuer ou pas. Bien sûr, il se fait libérer par on ne sait qui, encore à l'heure actuelle, la série ne nous le dit pas vraiment, mais il est fort possible que ce soit Dante ou bien Brandon tout simplement. Tout cet épisode un peu road trip avec Brandon justement était hyper intéressant puisqu'on a bien l'assurance que Negan est redevenu l'homme qu'il a pu être avant l'apocalypse, dans le sens où il ne cherche pas à nuire aux gens. Au contraire, il avait décidé de revenir à Alexandria malgré qu'il s'était échappé. Brandon insiste énormément sur la nostalgie de la belle époque des sauveurs avec Negan en leader tyrannique, ce qui ne plaît clairement pas à ce dernier puisque Brandon raconte beaucoup de conneries, notamment le
fait que Negan aurait flingué lui-même Carl. Autant dire que dès les premières conversations, Negan avait sûrement envie de l'envoyer chier ou lui en foutre une. Je me suis pas mal attaché au petit Milo et sa mère, Negan voyant en eux peut-être une porte de sortie, survivre, les protéger ou bien simplement les aider à rejoindre Alexandria ou la colline. La conversation qu'a Negan avec Milo était vraiment sympa. On sent qu'il apprécie vraiment le petit, qu'il cherche à lui remonter le moral avec son histoire de coup dans les rojones. Donc forcément, voir Brandon qui vient de les tuer salement, j'étais clairement triste et énervé comme Negan. Ce petit con de Brandon continue de blablater, il a même pas le temps de dire je suis Negan qu'il se fait éclater. Je dois avouer que ça a fait du bien, même si ça ramènera pas Milo et sa mère. Par rapport à Brandon, le fait qu'il soit totalement fanatique de Negan au point d'être clairement possédé, le gars délire complètement, sa drogue c'est Negan quoi, c'est un peu bizarre. Ce qui me plaît pas trop, c'est que ça vient totalement gratuitement avec cet épisode en fait. Durant les premiers épisodes, Brandon on le voit peut-être une ou deux fois, c'est le gars qui surveille Negan, mais à aucun moment il lui parle de la même manière qu'une fois dehors avec lui. Puis le personnage il est tellement oubliable et peu présent avant l'épisode 5 que je me suis demandé d'où il sortait. Je me disais Brandon sort de nulle part et on vend cette histoire de fanatique délirant que Negan finit par éclater. Bon, j'ai adoré cet épisode, hein. J'aime voir Negan comme ça, mais je pense que Brandon aurait dû avoir un peu plus de scène, histoire de le reconnaître durant l'épisode 5 quoi. Enfin je dis ça, mais peut-être que je suis le seul à ne pas avoir remarqué qu'on l'avait déjà vu sur une ou deux scènes avant. Après cette sale histoire, Negan remet son cuir et prend la batte de baseball que ce petit con de Brandon lui avait fait et c'est parti direction les chuchoteurs. Si le face-à-face final de l'épisode 5 avec Beta était badass, le reste de ses aventures chez les chuchoteurs, je dois avouer que bon c'est 50-50 quoi, j'ai un peu de mal dans le sens où je ne comprends vraiment pas ce qui l'a motivé à les rejoindre comme ça, alors que visiblement rien ne le forçait. Il aurait très bien pu s'éloigner du coin, devenir un espèce d'ermite solitaire. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai lu que les 2 premiers comics de Walking Dead, mais une fois dans un Cultura, j'ai feuilleté un tome assez avancé et j'ai vu 2-3 scènes avec Negan. Par exemple, je savais qu'il tue un petit garçon, mais étant donné que la série s'éloigne pas mal du comics sur beaucoup de points, même si les grands arcs, la base de ces derniers est un minimum respecté, qui peut vraiment affirmer que la série réserve à Negan exactement le même chemin que dans le comics? Je ne pense pas être dans le faux en disant que le Negan du comics et celui de la série sont assez différents sur quelques points, voire plusieurs. Donc clairement, même ceux qui ont lu les comics ne peuvent pas savoir à l'avance ce qui va vraiment se passer ou pas autour de Negan. Ceci dit, je me demande donc qu'est-ce que cette deuxième moitié de saison va réserver à Negan. On le quitte en fin d'épisode 6 après avoir survécu toute la nuit face aux zombies, à genoux face à Alpha, lui disant qu'il est tout à elle, quoi qu'elle veut de lui. Pour l'épisode 8, Dumas serait retrouvé dans la grotte face à la horde, mais que Negan débarque du haut de la grotte, par exemple, en leur disant eh ben vous êtes sacrément dans la merde, ça aurait été cool. Enfin bref, pour la deuxième moitié de saison, est-ce qu'il va step up au sein des chuchoteurs? Est-ce qu'il va vraiment taper l'amitié avec Alpha? Ou est-ce qu'il va pourquoi pas comploter contre elle avec Beta? Bien que je vois mal Beta trahir Alpha. Peut-être que Negan réussira à le manipuler de sorte à pourquoi pas prendre la place d'Alpha et devenir le nouveau leader des chuchoteurs, pour les ramener petit à petit à une vie normale, arrêter cette vie sauvage compliquée. Les mecs ne mangent pas vraiment à leur faim, doivent être toujours prêts à se fondre dans des hordes de zombies. Je pense que si Negan devient le nouveau Alpha, il serait capable de ne tirer que du bien des chuchoteurs, qui sont des êtres humains comme les autres finalement. Alors là, sacré morceau. Bon, déjà d'office, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ok, ça souligne un peu l'esprit délirant et fun de Negan chez les chuchoteurs, mais j'ai trouvé ça tellement ridicule et inapproprié, ça tue clairement l'ambiance, le côté sombre des chuchoteurs. J'ai vraiment bugué 404 erreurs en voyant la scène. Ne refaites plus jamais ça, bon Dieu. Les chuchoteurs durant cette première moitié de saison ne sont clairement pas du tout au niveau comparé à la saison 9, où ils installaient vraiment un climat de peur. J'ai déjà pas mal insisté sur les 2 dernières vidéos Walking Dead à ce niveau-là, donc je vais pas me répéter. Mis à part l'épisode 2 entièrement réservé aux origines de la rencontre entre Beta et Alpha, on n'apprend pas grand chose de plus sur le groupe des chuchoteurs en général, à savoir comment ils prennent la peau des zombies et comment ils se nourrissent. Je ne comprends clairement pas pourquoi Alpha laisse une chance à Negan de prouver sa valeur. On nous le dit pas, mais peut-être qu'elle sait qui il est, qui il a été et que donc elle pense pouvoir s'en servir pour atteindre encore plus Alexandria et les autres communautés. Donc cet épisode 2 sur Lydia, Alpha et Beta était vraiment excellent, je le trouve très réussi du début jusqu'à la fin, qui offre des révélations. Alpha qui avoue à Beta qu'elle n'a pas pu tuer sa
fille Lydia, bien que soi-disant elle a su depuis sa naissance qu'elle n'était pas comme elle, et puis surtout on en apprend un peu sur Beta, qui garde en fait la forme zombie de son propre fils, mais qu'Alpha plante en voulant protéger sa fille. Cette scène est incroyable et nous révèle qu'en fait la peau de zombie de Beta est celle de son fils, ainsi que son t-shirt à smiley, ce qui je trouve rend le personnage encore plus intéressant et surtout humain. Malgré le mensonge d'Alpha et le fait qu'on sache que c'est elle qui a entre guillemets tué son fils, il lui tend quand même la main. On sent qu'ils sont tous les deux très proches et que Beta lui sera à jamais fidèle. Mais qui sait, il lui a aussi dit qu'il ne pensait qu'à leur peuple, donc il pourrait très bien faire en sorte qu'elle ne soit plus Alpha avec l'aide de Negan, tout en la gardant en vie. En tout cas en essayant, puisque cette dernière est quand même la cible numéro 1 de Carol aka John Rambo, donc ça risque d'être très compliqué. Mais au vu de la fin de l'épisode 8, j'imagine qu'Alpha a un plan bien huilé, prêt à être carré dans le fion de ses ennemis. Après tout, depuis le début de saison, elle leur fout quand même sacrément à l'envers avec son double discours. Non, les vagues de zombies à l'infini là, c'est pas nous hein. Par contre, vu que vous avez franchi plusieurs fois la frontière, on va vous la resserrer, ok? Le fait qu'elle a un plan contre eux et qu'elle ne soit clairement pas honnête, je comprends ce cliché du méchant qui explique ses plans à l'avance au héros et qui les avertit en mode attention quand même hein, je suis le méchant de l'histoire, je vais te la foutre à l'envers. C'est tellement dépassé et relou, mais la scène où Alpha confirme bien que tout ce qui tourne mal chez Alexandria et les autres viennent des chuchoteurs, de son plan, ça casse un peu le délire pour nous les spectateurs, puisqu'au lieu de le dire directement aux gentils l'histoire, elle nous le dit à nous. Perso, je suis pas un grand fan de Columbo, hein, j'aime bien être surpris par une révélation et que cette dernière arrive à un moment important impliquant un face-à-face par exemple. Là on sait que tout vient d'eux, tout est clair sauf la manière dont le conflit va se terminer. Mais enfin bon, on verra bien si cette histoire de guerre contre les chuchoteurs nous réserve encore plus de surprises malgré tout. J'espère vraiment parce que pour le moment c'est vraiment pas top sur cette saison 10. À comparaison, Negan et les Sauveurs avaient quand même plus de choses à raconter. Là avec les chuchoteurs en retirant l'épisode 2, c'est pas ouf hein. Donc avis global sur cette moitié de saison, je pense qu'elle avait le potentiel d'offrir beaucoup plus. À suivre une fois par semaine, ça va, ça passe. Mais quand on met les épisodes bout à bout, on remarque que ça n'avance pas des masses cette histoire. Il y a certes d'excellents moments, mais beaucoup trop de remplissage entre guillemets. Beaucoup trop de scènes qui auraient pu être moins longues. Niveau remplissage, par exemple, la séquence de la bibliothèque sur l'épisode 8 est vraiment trop longue et finalement peu efficace. Le personnage de Virgil est introduit via cette scène alors que son arrivée aurait pu être beaucoup plus marquante que ça par exemple. Enfin voilà, il faut que la deuxième moitié de saison soit bien meilleure. Sinon clairement on retomberait dans une mauvaise passe comme en saison 8 et ça personne n'en veut. J'espère que la vidéo vous aura plu et que mes réflexions vous aideront à renforcer votre opinion de The Walking Dead, que ce soit positivement ou négativement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette moitié de saison. Est-ce qu'elle fut à la hauteur ou est-ce qu'au contraire vous êtes relativement déçus? N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et pourquoi pas de débattre avec vous. À vos claviers. Tant que vous êtes sur votre clavier, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne tout en cochant sur la cloche YouTube pour maximiser vos chances de recevoir une notif pour la prochaine vidéo. Si à raison que vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif et partage absolument tout ce qu'il y a en rapport avec la chaîne. Je vous rappelle également qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Rubbing on you, rubbing on me, rubbing on another tree, rubbing on you, and I'm thinking balls deep. Rubbing on you, rubbing on me, rubbing on another tree, rubbing on you. Men breaking each other's balls. Rubbing on you.